Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. C'est un plaisir d'être des vôtres. Au sommaire de ce journal, le 10e rapport de la Commission nationale anticorruption en abrégé CONAC est connu depuis hier. Ce document est le fruit d'une série d'enquêtes menées par l'institution dans plusieurs secteurs de la vie publique camerounaise. Nous en parlons dans ce journal. Près de 40 tonnes de produits contrefaits saisis par les douanes camerounaises à travers son programme Halte au commerce illicite ont été détruits le 17 décembre 2020 à PK10 au cours d'une cérémonie présidée par le représentant du gouverneur. Nous ferons le point dans un instant. Zéro palu, je m'engage, c'est le slogan choisi par le gouvernement gabonais à travers son ministère de la Santé dans le cadre du lancement de la campagne de lutte contre le paludisme. La dite campagne a été lancée hier jeudi au centre de santé de Glace en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme et le ministère de la Santé. Les détails dans cette édition, madame, monsieur, voilà pour le sommaire. Bonsoir une fois de plus. C'est officiel, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a signé ce 18 décembre 2020 plusieurs décrets portant nomination de secrétaires généraux au service des gouverneurs, des inspecteurs généraux, des préfets et des sous-préfets dans les régions de l'Ouest, du centre, du littoral, de l'extrême nord et de la Damaroua. Nous y reviendrons. Le 10e rapport de la Commission nationale anticorruption, en abrégé CONAC, est connu depuis hier. Ce document est le fruit d'une série d'enquêtes menées par l'institution dans plusieurs secteurs de la vie publique camerounaise. Lydiane Fogem nous présente de manière condensée le contenu de ce document. 1652,5 milliards de francs CFA, c'est le gain financier cumulé entre 2011 et 2017 par la Commission nationale anticorruption. C'est ce qui ressort dans le rapport des 10 dernières années, publié hier jeudi par le président de la CONAC, Dieudonné Massingam. Cette somme a été enregistrée grâce aux investigations de la CONAC et sa collaboration avec le tribunal criminel spécial. Le rapport indique qu'en 2013, l'on avait recouvré plus de 8 milliards de francs CFA, notamment dans le secteur de la téléphonie et des virements frauduleux. Le recouvrement de plus de 7 milliards de francs CFA avait également été engagé. Par ailleurs, grâce aux alertes lancées par la CONAC, les caisses de l'État ont été à l'abri d'un siphonnage de 34,5 milliards de francs CFA. C'était dans le domaine de la construction du complexe industriel portuaire de Kribi. La CONAC a continué dans la même lancée entre 2013 et 2017 en intensifiant les dénonciations, ce qui a permis de recouvrer et d'éviter la distraction de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Dans ce registre d'acquis, on note également le renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementation, entrée en vigueur et de nouvelles structures créées. Ainsi, face à l'insuffisance de bonne gouvernance dans le secteur des marchés publics dénoncée par la CONAC dans l'un de ses rapports, l'on a noté en décembre 2011 la création du ministère des marchés publics, la création du tribunal criminel spécial la même année, qui est venu combler l'absence d'une juridiction spéciale pour le jugement des détournements des deniers publics de plus de 50 millions de francs CFA. Mais la CONAC sollicite plus de moyens et de pouvoirs, notamment à travers l'adoption d'une loi anticorruption qui ferait d'elle une haute autorité de lutte anticorruption. Cependant, un plaidoyer est mené en vue de décentraliser la CONAC et la rapprocher des populations et des services. À côté de ces évolutions historiques attendues, il faut ajouter l'accroissement des ressources humaines, matérielles et financières adéquates pour mener efficacement ces missions. On rappelle que la Commission nationale anticorruption présente son rapport chaque année et est soumis au préalable à la haute appréciation du président de la République avant d'être rendu public. Une activité régulière et permanente de cette institution en application des dispositions de l'article 24, alinéas 3 et 4 de son texte organique. Suite à des agressions sur des expatriés, des personnalités dans des quartiers résidentiels de Bonapriso et Bonanjo, dans la métropole économique, le préfet du département du Voré, Benjamin Boutou, vient de renouveler l'interdiction de circulation des mototaxis dans ces zones.
Reportage. Dans un communiqué signé le 16 décembre 2020, le préfet du département du Vouri porte à la connaissance des conducteurs de mototaxis et autres de son unité de commandement que la circulation des mototaxis dans les quartiers de Bonanjo et Bonapriso demeure interdite comme par le passé. Les contrevenants à cette mesure s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment à la mise en fourrière des mototaxis qui se trouveraient dans les 10 quartiers. Le conducteur pouvant d'ailleurs faire face à l'immédiat à l'objet de poursuites judiciaires, a-t-il mis en garde toute personne qui s'opposera à cette décision. Un arrêté préfectoral qui n'est pas gratuit car il survient quelques jours après plusieurs plaintes des expatriés et personnalités résidant dans ces 2 quartiers de l'arrondissement de Douala 1er. On se souvient d'ailleurs qu'en novembre 2020, le promoteur de la plateforme Kaotal avait été agressé au quartier Bonapriso par des hommes non identifiés à bord d'une moto. Il faut tout de même souligner que les agressions à bord de motos sont devenues récurrentes ces derniers temps dans la ville de Douala. L'on a encore en mémoire le meurtre de ce jeune garçon qui avait impliqué des mototaximens il y a 8 ans au quartier d'Eido. Les autorités avaient alors interdit la circulation des mototaximens dans ce quartier. Sauf que sur le terrain, cette mesure n'avait pas été respectée. Doit-on comprendre que c'est le non-respect de cette mesure qui a favorisé la vague d'agressions survenue dans ce même quartier par des hommes armés sur des motos qui ont semé la terreur ces derniers mois? Il convient tout de même de rappeler que la décision du préfet Benjamin Boutou, qui est un rappel à l'ordre, définit les heures où cette mesure est applicable. C'est aujourd'hui que s'est refermée les séances de démonstration par les entreprises préqualifiées de la solution de base à partir de laquelle seront effectuées la conception, le développement et la mise en service du nouveau CJPS. Ce dialogue compétitif se déroule au cours des sessions du comité d'assistance, du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau système de gestion intégré des personnels de l'État et de la solde. Les assises entamées mercredi dernier, coordonnées par le ministre de la Formation professionnelle et de la Réforme administrative, se sont achevées ce vendredi. Zéro fin en 2027, c'est ce qu'envisage le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barobé, à travers le programme de lancement de l'année internationale des fruits et légumes 2021. Une annonce qui a été faite au cours d'une cérémonie sur l'évaluation de la situation de sécurité alimentaire au Cameroun par le MINADER et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Carole Noukwa. Reportage. 2 700 000, c'est le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire au Cameroun. En zone rurale, 9,6% des ménages sont en insécurité alimentaire, soit 2,2% sous une forme sévère et 7,4% sous une forme modérée. Ces ménages ont une consommation alimentaire qui n'est pas satisfaisante et ont les problèmes d'accès à la nourriture. Cette moyenne cache de fortes disparités entre les régions. En effet, dans les régions du nord et de l'extrême nord, respectivement, 14,6% et 17,9% des ménages ont une alimentation qui n'est pas satisfaisante. L'insécurité alimentaire des ménages ruraux est liée à la petitesse de la taille des parcelles cultivées, à la faible utilisation d'intrants agricoles et à l'utilisation d'outils rudimentaires. Ces ménages ne produisent pas assez pour se nourrir toute l'année ou avoir une alimentation suffisamment variée. Au niveau national, le Cameroun doit recourir aux importations notamment de blé et de riz pour nourrir sa population. Environ 25% des céréales consommées sont importées. Au cours de la cérémonie sur l'évaluation de la sécurité alimentaire au Cameroun, tenue le 15 décembre 2020, les résultats de l'analyse effectuée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Barobé, au mois d'octobre 2020, se présentent différemment selon les régions. La situation nutritionnelle des ménages est acceptable au vu de la diversité des aliments consommés dans les régions du nord, de l'Adamawa, de l'Est, du centre et du sud. Cette situation nutritionnelle des populations s'est dégradée dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, en proie aux conflits sociopolitiques, à l'extrême nord dans le littoral et à l'ouest, région haute des personnes déplacées internes où le pouvoir d'achat des ménages est faible. Les prix des produits tels que le maïs, le haricot, la pomme de terre, la patate, l'igname et la banane sont restés stables dans les régions de l'ouest, centre, sud, littoral, nord-ouest, sud-ouest et est, malgré les effets négatifs de la pandémie de coronavirus. D'autre part,
Le ministre signale que la situation psychosanitaire reste sous alerte du fait des menaces des ennemis de culture tels que la chenille légionnaire dans la zone méridionale ou le criquet pèlerin dans le Logon et Chari. Sur le plan pastoral, il note également l'envahissement des pâturages par le Chromolaena odorata, principalement dans les régions de la Damawa et de l'Est. Au cours de cette cérémonie, le milliardaire a annoncé que le Cameroun entend éliminer la famine d'ici 2027. Et pour réussir ce pari, le Cameroun devra miser sur l'importance des fruits et légumes dans son alimentation, mais aussi accorder un soutien financier à ce sous-secteur. Cela permettra, entre autres, de donner une plus grande visibilité aux petits producteurs, en même temps qu'elle constituera un tremplin pour la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Espérons-le vivement. Près de 40 tonnes de produits contrefaits saisis par les douanes camerounaises à travers son programme Halte au commerce illicite ont été détruits hier, 17 décembre 2020, au PK 10 au cours d'une cérémonie présidée par le représentant du gouverneur. Carole Noukwa était de la partie sans reportage. C'était au cours d'une cérémonie placée sous le haut patronage du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, que le coordonnateur de l'opération Alcomi Zone 1 a présenté les différents produits saisis par la douane camerounaise. À travers la mission Alto Commerce illicite, la douane a pu mettre la main sur plus de 40 tonnes de produits contrefaits dans la ville de Douala. Parmi ces produits, 13 tonnes de produits pharmaceutiques saisis à Akwa et sur le pont du Mungo. 7 tonnes d'emballage plastique non biodégradable à Bekoko, Bonaberi et Akwa. 37 cartons de cigarettes à Akwa. 301 litres de précurseurs chimiques de peroxyde d'hydrogène à Akwa et 21 090 litres de produits hydrocarbures à Bekoko Bonaberi. Après présentation de ces produits devant la presse comme il est de coutume, les différentes marchandises ont été conduites à la décharge de la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun au quartier génie civil PK10 pour destruction, tandis que les hydrocarbures ont été transférés à la délégation régionale des mines de l'eau et de l'énergie. Ce ministère, qui est piloté par Gaston Elundu Essomba, procédera tout d'abord à la vérification pour une probable destruction ou vente. Rappelons que chaque année, l'économie camerounaise perd en moyenne près de 250 milliards de francs CFA à cause de la contrebande et la contrefaçon. Parlons santé à présent. Zéro palu, je m'engage. C'est le slogan initié par le gouvernement gabonais à travers son ministère de la Santé dans le cadre du lancement de la campagne de lutte contre le paludisme. La dite campagne a été lancée hier jeudi au centre de santé de Glace en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme et en présence également du ministre de la Santé. Lourdine Oyan était aussi présente. Voici son compte rendu. Il constitue la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme, à l'exemple des autres pathologies, est un ennemi qu'il faut combattre. Dans sa volonté d'en finir avec le paludisme, le gouvernement gabonais, via le ministère de la Santé, a initié la campagne de lutte contre le paludisme. Une campagne baptisée « Zéro palu, je m'engage ». Ce jour, le ministre de la Santé a lancé officiellement les hostilités de cette campagne au centre de santé de Glace, en présence du directeur général du programme national de lutte contre le paludisme, lequel a tenu à inviter la population à s'approprier ce concept en posant les actes qu'il faut. Le paludisme est extrêmement grave et c'est pour cela cette initiative Zéro palu, je m'engage. Toutes les couches de la population doivent se l'approprier. Il faut que nous vivions avec ça jusqu'en 2030 et pouvoir, comme les objectifs des ODD, les objectifs de développement durable disent, comme le monsieur le ministre l'a déclaré, que le Gabon soit au rendez-vous de zéro paludisme en 2030. Mais c'est que chacun fasse preuve, pose des actes qui sont efficaces pour lutter contre le paludisme chaque fois que c'est possible. Cette campagne, telle que son nom l'indique, a pour but de permettre aux femmes enceintes et au reste de la population de lutter efficacement contre le paludisme. De ce fait, plusieurs moustiquaires imprégnés feront l'objet d'une distribution dans les différents centres de santé. Aujourd'hui, nous lançons cette campagne qui va consister à mettre à la disposition de toutes les femmes enceintes du Gabon des moustiquaires imprégnés pour qu'elles puissent avoir une grossesse sûre
une grossesse en sécurité et donner naissance à des enfants qui se portent bien. Il s'agit de 60 000 moustiquaires qui sont mis à la disposition des structures de santé et les femmes pourront prendre ces moustiquaires lorsqu'elles viendront faire des consultations prénatales pour le suivi de leur grossesse. Et nous avons un stock total de 110 000 moustiquaires commandés par le gouvernement. Zéro palu, je m'engage est une campagne qui se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Elle vise en gros la réduction, sinon l'éradication du paludisme au Gabon d'ici 2030. Notons qu'au Gabon, environ 30 000 cas de paludisme sont détectés chaque année. Pour son management de qualité en matière de sécurisation des produits sanguins, le centre de transfusion gabonais a été certifié hier jeudi au nom d'ISO 9001 version 2015 par des experts internationaux. Nos correspondants Lourdine Oyane et Marcelin Alinou, une fois de plus, reportage. C'est une première pour le Gabon de voir l'une de ces structures de santé publique être certifiée par des experts internationaux pour son management de qualité. Une certification qui porte le nom ISO 9001 version 2015. Celle-ci reconnaît en effet le Centre national de transfusion sanguine comme étant une structure qui brille par son management en matière de sécurisation des produits sanguins. Ce système mis en place par le CNTS comprend 65 procédures, 57 modes opératoires qui quadrillent l'ensemble des processus, métiers et supports de notre organisation. Ce travail de longue haleine, mené tambour battant par l'ensemble de nos responsables appelés dans ce cadre pilote, nous a permis sans nul doute d'améliorer la qualité de nos produits finis, notre qualité de service et d'obtenir aujourd'hui cette précieuse certification, faisant de notre centre le premier établissement de santé public du Gabon et de la CEMAC à atteindre ce niveau. Lors de la présente cérémonie de remise de ce certificat, la représentante du cabinet ayant effectué l'expertise a tenu à féliciter les responsables du Centre national de transfusion sanguine pour le travail abattu. Et c'est avec honneur que nous avons le plaisir de remettre au CNTS, par l'entremise du directeur général et en présence du ministre de la Santé, le certificat ISO 9001 version 2015. Nous incitons le CNTS à rester dans la même démarche. Nous les encourageons à travailler toujours d'arrache-pied puisque ce certificat il est valable 3 ans. Cette certification représente pour le gouvernement gabonais une fierté nationale. Nous sommes venus pour féliciter le Centre national de transfusion sanguine et leur dire qu'ils rentrent dans la vision de la politique du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui demande à ce que le service de santé soit un service d'excellence. Et cette vision est matérialisée par Madame le Premier ministre qui demande au sectoriel, c'est-à-dire à l'administration, de pouvoir mettre en place des stratégies de qualité pour pouvoir offrir aux populations gabonaises des soins de qualité. C'est une grande joie et nous avons tenu à venir féliciter le Centre national de transfusion sanguine. Et nous sommes, nous aussi, rassurés du fait que le sang qui est transfusé à la population est un sang sécurisé, est un sang de qualité. Rappelons que la validité de ce certificat couvre les produits et services tels que la sensibilisation, la collecte, l'analyse et le stockage du sang. Sa validité est de 3 années. Parlons culture dans ce journal. En France, la loi permettant de restituer au Bénin et au Sénégal des œuvres d'art qui étaient jusque-là exposées dans leur musée a été votée. Cette loi, voulue par le président français Emmanuel Macron, a opposé les députés et les sénateurs français. Mais c'est finalement la Constitution qui a tranché en faveur des députés. Thierry Blanchard-Sop nous en dit plus. En France, l'Assemblée nationale française a adopté définitivement la loi de restitution des biens promis par le président Emmanuel Macron au Bénin et au Sénégal, alors que quelques temps plus tôt, le Sénat votait contre. Un bras de fer entre les deux chambres du Parlement français qui va cependant se poursuivre en 2021 d'après l'information livrée par Jeune Afrique. Il s'agit de restituer au Bénin 26 objets issus du pillage du palais d'Abomey
exposé au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et officialiser le transfert déjà effectué physiquement mais présenté quand même prêt du sabre et du fourreau d'El Hadj Omar Tall au Sénégal. Les députés et les sénateurs étant en désaccord, la Constitution française tranche en donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale. Ce serait donc la fin d'un feuilleton de restitution. Vous ne semblez pas si bien le dire, Thierry Sob. Espérons simplement que ces œuvres seront utilisées avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de ferveur du côté de ces pays africains, notamment le Bénin et le Sénégal. Madame, Monsieur, c'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain quand il sera exactement 20h. Nous n'oublions pas la communauté des malentendants et des sourds-muets qui suit avec beaucoup d'intérêt. Mais alors, beaucoup d'intérêt ce 20h. Au revoir.